Bonjour ou bonsoir à vous tous, c'est Le Monde en 7 ce samedi 1er février 2025. On va parler d'abord de la CEDEAO et de l'AES. La rupture est officielle depuis le 29 janvier dernier. Nous parlerons également de la République démocratique du Congo où Tshisekedi a ordonné la riposte à Goma. Au Bénin, le procès Bokor Homeki, 20 ans de prison pour les principaux accusés. Et puis on va parler du Togo. François Boko quitte le mouvement Freedom Togo MLN avec deux invités sur le plateau pour faire le débat. Avec moi, Samson Maoulolo Arlija. Bonsoir Samson. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Vous êtes journaliste et écrivain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Zana Sadio Hichou est notre deuxième invité. Il est analyste politique. Bonsoir Zana. Bonsoir Samuel et bonsoir à tout le monde. Je suis heureux que tu aies invité un de mes parents. Donc, bonsoir chers parents. Bonsoir chers parents aussi. Un débat en famille. Bonsoir chers parents aussi. Merci beaucoup. On va donc parler du premier sujet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont dirigés par des militaires, ont officiellement quitté, c'était depuis le mercredi 29 janvier dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, après plus d'une année de fortes tensions diplomatiques. L'institution régionale, qui n'a jamais paru aussi fragile et dont l'avenir semble désormais incertain, a toutefois décidé de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue. C'était dans un communiqué publié mercredi. La rupture a été consommée avec ces institutions, donc avec ces pays, après le coup d'État perpétré au Niger en 2023. Zana Sadio et tout, on a pensé jusqu'à la fin qu'il y aurait eu possibilité de discussion pour trouver un terrain d'entente, mais que nenni. Bon, il y a eu des discussions. Si c'était les discussions qui étaient espérées, il y a eu des discussions. Sauf que ces pays dits de l'AES avaient déjà pris leur destin en main. Depuis, n'est-ce pas, que la CEDEAO, à la suite, vous l'avez si bien dit, du coup d'État au Niger, qui a vu le général Tiani venir au pouvoir, la CEDEAO a décidé, contre toute attente, de mobiliser une force en attente pour aller combattre les auteurs d'un coup d'État consommé pour installer celui qui a été déchu. Déjà, la question qu'il fallait se poser, c'était où était l'idée de faire intervenir cette force chargée de combattre quand il était question de lutter contre le terrorisme. Donc, ça voudrait dire, n'est-ce pas, que la CEDEAO a manqué, n'est-ce pas, est-ce que je peux dire crédibilité, en tout cas a manqué peut-être de lucidité à cette époque. Et je crois que c'est le même phénomène, c'est le même phénomène. Et ce qui a encore plus exacerbé, n'est-ce pas, on peut l'appeler scission aujourd'hui. Cette scission, c'est le fait que la CEDEAO à cette époque a semblé épouser la version de l'Élysée, qui demandait, n'est-ce pas, à ce que Bazoum, qui reconnaissait que Bazoum était toujours le président élu, alors que les gens avaient le pouvoir dans la main, ils l'exerçaient de manière effective. Donc à partir de ce moment-là, ces pays se sont dit, la CEDEAO a été inféodée par la France, c'est la France qui téléguidait des décisions, et il y a eu une rencontre à la venue d'un émissaire qui a capoté, semble-t-il, parce que des instructions n'étaient pas encore venues de Paris. La date a été convenue. Je crois, vous vous rappelez de cette séquence-là où l'émissaire devait venir, il était attendu, après il a fait reporter, il a été dit qu'en ce moment-là, l'Élysée n'avait pas encore donné ces instructions, c'est ce qui a justifié, n'est-ce pas, le report de la rencontre avec l'émissaire de la CEDEAO. Donc en fait, c'est vraiment dans ce contexte-là que ces pays qui partagent, n'est-ce pas, les mêmes problématiques relatives à la sécurité, à l'intégrité du territoire, à la lutte contre les groupes armés terroristes, ils ont décidé de former un ensemble homogène pour tout d'abord reconquérir leur territoire. Aujourd'hui, ils sont sortis de la CEDEAO depuis effectivement le 29 janvier. Il y a une force commune
qui mobilise aujourd'hui 5 000 personnes chargées de lutter sur toute l'étendue du territoire, dotés de leurs propres moyens aériens et services de renseignement. Et donc, on peut dire aujourd'hui que ces pays, ils ont définitivement claqué la porte, c'est consommé et il faut passer à autre chose. Et je crois bien évidemment que c'est ce que la CEDEAO fait si bien en disant que la liberté de circulation entre ces ressortissants ne serait pas mise on va revenir à cet aspect tout à l'heure, mais ça me semble, est-ce que vous pensez en écoutant Zana Sadio que définitivement ce qui a sonné la rupture irréversible, parce que ce sont les mots que les dirigeants de ces trois pays utilisent, ce qui a sonné cette rupture, c'est l'attitude de la CEDEAO? Oui, malheureusement, la CEDEAO, qui était partie avec de très bonnes intentions, avec le traité de Lagos, a un peu échoué. Et elle a échoué principalement parce que elle n'est pas parvenue à se convertir en une organisation supranationale. Vous voyez, la CEDEAO a souffert pendant longtemps de manque de financement. Et finalement, ce sont les Occidentaux, notamment les Américains et l'Union européenne et les Français, qui finançaient la CEDEAO. Et lorsque vous avez les mains dans les poches de quelqu'un, vous allez là où la personne va. C'est ce qui a semblé donner l'impression, ou ce qui a obligé plutôt la CEDEAO à adopter une posture assez semblable de celle qui était épousée par les Occidentaux lors du coup d'État contre Bazoum en juillet 2023. Naturellement, la réaction, ils ont surréagi parce que c'était un coup d'État de trop pour l'Élysée qui commençait pas à perdre complètement en puissance au niveau de la sous-région ouest africaine et du Sahel plus précisément. Ils ont surréagi et le Niger s'est senti blessé parce que vous avez des pays qui combattent les djihadistes sur leur territoire depuis des années, depuis plus de 10 ans, depuis que Kadhafi a chuté, si vous avez bonne mémoire, qui n'ont pas reçu une aide effective militaire des pays de la CEDEAO et qui subitement se retrouvent à être menacés d'intervention militaire à cause d'un coup d'État qu'ils ont fait. On peut analyser l'opportunité de ce coup d'État-là. On peut ne pas être d'accord avec le général Tiani, mais quand même, on ne peut pas nier le fait que la situation sécuritaire, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, commençait à prendre des tournures assez graves. La CEDEAO, en adoptant cette posture-là, a perdu toute crédibilité aux yeux de la population sahélienne et des pays qui forment aujourd'hui l'AES. Cette rupture était donc prévisible. Vous voyez, la CEDEAO a donné 3 mois ou 6 mois à ces pays pour qu'ils reviennent sur les décisions. Ils ont balayé la proposition de la main en disant qu'ils ne reviendront pas. Je pense tout de même que c'est un au revoir et non un adieu. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, il faudrait maintenant régler le sort des ressortissants installés ici et là, et surtout des fonctionnaires qui travaillent, par exemple, des fonctionnaires maliens qui travaillent actuellement à la BIDC, par exemple. Qu'est-ce que ça va devenir? Vous savez, c'est un divorce, et quand il y a un divorce, il y a toujours beaucoup de choses à régler. Alors, on a eu les discussions, le président togolais, sénégalais, toutes ces personnes ont été désignées pour discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire simplement que, sur le plan diplomatique, la CEDEAO ne fait plus le poids, sa diplomatie ne marche plus? Parce qu'elle n'a pas réussi à convaincre ce pays. Non, on ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire cela parce qu'il faut reconnaître quand même que la CEDEAO, en matière de... Comment on appelle ça? En matière d'intégration plutôt économique, a été plutôt une réussite. Ça a été une réussite. Maintenant, les problèmes de la CEDEAO viennent justement de sa capacité ou bien peut-être de son incapacité à résoudre certains conflits politiques. Notamment la gestion de l'arrivée, n'est-ce pas, au pouvoir de ces régimes militaires de ces pays de l'AES. Je pense à ce moment donné, la CEDEAO a manqué de tenir compte du contexte sécuritaire. Je pense que la priorité aurait dû être donnée sous ce angle-là parce que un pays ou bien ces pays qui combattent c'est un fait, qui combattent le terrorisme, c'est-à-dire, je prends l'exemple du Mali, mettre un pays sous sanctions économiques de l'UEMOA, c'est-à-dire le gel des avoirs dans le secteur bancaire, c'est-à-dire asphyxier un pays à ce moment crucial, est-ce que ce n'est pas affaiblir un État par rapport à des terroristes? Je pense que c'est une décision très grave et lourde de conséquences. Et je ne pense pas que des Maliens peuvent facilement pardonner cela à la CEDEAO. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision lourde de conséquences de cette manière-là?
Et l'objectif, il me semble, c'est aujourd'hui une évidence pour tout le monde, l'objectif de ces sanctions-là a été de créer une situation sociale, économique, explosive pour pousser les Maliens se révolter pour faire des choix. Comment on appelle l'autorité de monsieur, comment on l'appelle, Assimi Goïta. Donc, cela n'a pas produit les effets escomptés. Au contraire, cela a renforcé la résilience des Maliens et par la solidarité. Et aujourd'hui, lorsque vous traversez ce genre d'épreuve, forcément, vous décidez de prendre en main votre destinée. Vous dites, mais si j'ai pu tenir, si j'ai pu si j'ai pu gérer les risques de défaut de paiement vis-à-vis des créanciers internationaux, mais c'est que je peux vraiment continuer dans cette voie-là. Et aujourd'hui, ces deux pays se sont alliés à eux et ils forment aujourd'hui cette solidarité qui se nomme cette confédération des pays, de ces pays-là. Et aujourd'hui, il y a des États, semble-t-il, qui leur frappent à la porte, le Tchad et un autre pays peut-être, dont je ne citerai pas le nom. Est-ce que finalement, aussi quelque part, quand on regarde cette rupture, est-ce que ces trois pays de l'AES, j'ai envie de dire, ne quittent pas sans quitter? Parce que ils sont membres de l'UEMOA, qui est quelque part aussi une rescousse sur le plan économique et monétaire. La décision de quitter la CEDEAO est politique. Celle de quitter l'UEMOA est économique. Ce n'est pas la même dimension. Quitter l'UEMOA ne peut pas se faire sur un coup de tête. Ils ont réaffirmé, il y a eu même des missions de ces pays dans les autres pays de l'UEMOA pour dire nous sommes membres de l'UEMOA. Oui, parce que pour l'instant, ils ne continuent pas à utiliser le franc CFA. Vous voyez les pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, qui vont régulièrement sur le marché des titres de l'UEMOA, pour mettre des emprunts obligataires, pour avoir de la liquidité, pour faire face aux dépenses urgentes et rembourser après. Donc, c'est une décision économique. Ça ne veut pas dire que ces pays ne quitteront peut-être pas l'UEMOA dans les années ou dans les mois à venir. C'est une possibilité. Mais il faudrait prendre le temps d'organiser le départ, de réorganiser leur espace, notamment pour améliorer la libre circulation des biens et des personnes d'abord, de pouvoir avoir des marchés pour émettre des titres à l'interne d'abord. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils fassent avant de quitter l'UEMOA. Mais je pense que c'est à l'ordre du jour parce que vous avez le général Tiani a plusieurs fois dit qu'ils étaient en train de penser à créer leur propre monnaie. Donc, une fois qu'ils auront créé leur propre monnaie, ça n'aurait plus de sens entre guillemets qu'ils soient toujours membres de l'UEMOA. Mais cela, c'est un processus plus long, plus lent et qui viendra peut-être ou qui ne viendra peut-être pas. Mais par rapport à la CEDEAO, c'était une décision purement politique et c'est une décision de rejet par rapport aux sanctions très difficiles que la CEDEAO a imposées au lendemain du coup d'État du Niger. Et ça, la CEDEAO, je pense qu'elle a fait une grave erreur parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve complètement privée de sa bande sahélienne. Vous voyez, il y avait la Mauritanie qui avait quitté un temps. Actuellement, c'est les trois pays qui viennent de quitter. Donc, c'est toute la bande sahélienne, c'est le pont entre la CEDEAO et l'espace maghrébin qui vient d'être coupé comme ça. On a aujourd'hui une union qui est principalement une union côtière. Ce n'est pas mauvais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre départ? Et si ça arriverait, qu'en resterait de la CEDEAO? Mais moi, je pense personnellement que c'est un au revoir et non un adieu. Parce qu'il y a eu dans l'histoire de l'Afrique des communautés qui ont déjà été disloquées. Je parle notamment de la communauté est-africaine, qui à l'époque, parce que Nyerere était pro-soviétique, Kenyatta était pro-américain, à un moment donné, la communauté a volé en éclats. Mais aujourd'hui, ils sont à nouveau réunis et ils ont même fait mieux que la CEDEAO en moins de 50 ans d'existence. Ils sont déjà assez loin. Donc, c'est selon moi un au revoir, un adieu, parce que la géographie nous unit. Et tôt ou tard, je pense que ces pays-là, peut-être pas avec les mêmes dirigeants, reviendront à l'intérieur de la CEDEAO, qui a le devoir de se repenser pour répondre mieux aux aspirations des peuples. Alors justement, aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est le droit de libre circulation à travers l'espace de la CEDEAO. J'ai envie de dire que dans ce qui reste de la CEDEAO aujourd'hui, l'UEMOA pèse parce que ça fait 8 pays. Ce qui reste de la CEDEAO, c'est 12 pays. Et donc, techniquement, ce droit de libre circulation n'est pas très entravé. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez vu le récent communiqué de la CEDEAO qui donne des directives ou bien instructions aux
aux États membres de ne pas entraver la libre circulation des biens et des personnes, de ne pas remettre en cause le contrat de travail des fonctionnaires, des ressortissants fonctionnaires de ces États-là au sein des institutions de la CEDEAO. Donc, ceci dit, puisque en réalité, l'une des grandes forces ou bien réussites de la CEDEAO, c'est cette libre circulation des biens et des personnes. Donc, si ces pays-là sortent de cet espace-là et qu'il n'y a pas fondamentalement de remise en cause de ce droit ou bien de cet acquis, il n'y aura pas forcément d'impact en tant que tel sur la sortie de ces pays-là. Et comme nous le disons, nous le redisons, c'est plus une décision purement politique pour se mettre, n'est-ce pas, à l'abri des décisions, je dirais, un peu trop sévères de la CEDEAO, et aussi peut-être pour se protéger dans ce sens où, lorsque vous êtes en guerre, ces pays sont en réalité en guerre, vous êtes amenés à prendre un certain nombre de mesures, et vous avez à côté, par exemple, certains tests de la CEDEAO qui parfois remettent en cause certaines décisions de ces États-là. Et je veux parler de beaucoup de, comment on appelle, de beaucoup de dispositions, la Cour de justice de la CEDEAO, etc. Vous savez, quand vous êtes en guerre, vous êtes obligé forcément de restreindre ce qu'on appelle la liberté d'expression. Les États, même au début de la guerre, n'est-ce pas, en Ukraine, il y a des médias russes qui ont été fermés en France, et ce qui n'avait rien de démocratique. Et on a compris que c'est dans un contexte précis. Donc aujourd'hui, ces États-là, peut-être, c'est pour se protéger, se mettre à l'abri de ces sanctions-là, parce qu'il y a des situations où il faut faire prévaloir, comment on appelle ça, l'intérêt de la nation. Il faut, comment on appelle ça, au nom de la raison d'État, on est obligé de faire passer un certain nombre de choses par la force. Oui, mais il faudrait aussi, j'aimerais quand même rebondir, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que la CEDEAO a essayé d'imposer à ces États un calendrier, un agenda électoral, ce qui, avec ce départ-là, n'est plus à l'ordre du jour. Bon, et il faudrait, en fonction de leur test en interne. Voilà. Donc, mais ces États ont clairement expliqué qu'on ne peut pas être en guerre, avoir une partie du territoire qui vous échappe complètement et quand même organiser des élections, parce que celui qui viendra ne sera pas un président légitime. Et le problème va se répéter encore. Donc, en quittant aussi ce qui se passe là, c'est aussi une façon pour ces États-là d'éviter ce genre de pression que la CEDEAO continue pas à mettre actuellement, notamment sur quelqu'un comme Doumbouya, où on lui dit d'organiser des élections rapidement, de quitter le pouvoir et de le mettre le pouvoir au civil. Et justement, s'il faut repenser les relations futures, c'est qu'aujourd'hui, l'AES devient un espace, j'ai envie de dire, avec lequel la CEDEAO va devoir discuter véritablement. Parce que, beaucoup le disent, certains disent que sans la CEDEAO, l'AES ne peut pas survivre. Mais sans l'AES, la CEDEAO aussi a des difficultés. Bon, je pense que faut qu'on parle bien, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Je pense que le contrôle, le fait que ces pays soient dans la CEDEAO était plutôt un pont entre les pays côtiers et le Maghreb. Mais quand on voit par exemple les flux qui quittent les pays côtiers pour aller vers la CEDEAO, ces flux sont beaucoup plus importants que les flux inverses. Maintenant, il faudrait naturellement que ces États-là, que les deux blocs puissent discuter. Parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Il y a par exemple, actuellement, l'AES continue par utiliser des passeports libellés CEDEAO. Mais ils ont annoncé clairement que dans les mois à venir, ils vont créer un passeport propre. Ibrahim Traoré a reçu son passeport CEDEAO déjà. Exactement. Son passeport AES déjà. Donc ça veut dire que le fichier biométrique n'est plus le même. Il faudrait donc que ces deux pays puissent travailler ensemble pour partager le fichier biométrique pour que lorsque un Nigérien qui te présente son passeport à la frontière togolaise, c'est vraiment un passeport authentique et non un faux passeport que la personne a fabriqué. Il faudrait maintenant régler par exemple le sort des travailleurs maliens, nigériens et burkinabés qui sont actuellement dans les institutions comme la BDC, à Abuja et consorts. Naturellement, ils vont devoir partir, mais il faudra organiser en douce leur départ et que leur pays voit maintenant comment les intégrer. Donc il y a beaucoup de discussions et il serait mieux que ces discussions se fassent de bloc à bloc. Il ne faudrait pas que l'AES tente de négocier avec certains pays en se disant que ces pays sont plus ouverts, parce que ça risque de ne pas être avantageux sur le long terme. Quelles sont les réformes que la CEDEAO va devoir aussi envisager en son sein pour éviter que cette situation ne fasse tache d'huile?
Non, je pense que envisager des réformes, ce serait à double tranchant, hein, parce que le problème fondamental qui s'est posé, c'est la position à adopter lorsqu'il y a coup d'État, un changement de régime et non conforme à la Constitution. Et est-ce que cela veut dire qu'il va falloir que la CEDEAO abandonne ces tests-là? Donc, ça risquerait, n'est-ce pas, de plutôt décrédibiliser la CEDEAO. Moi, je pense sincèrement que l'avenir de la CEDEAO serait plutôt à essayer de tisser des accords, des partenariats, n'est-ce pas, avec ces pays de l'AES là, parce que le problème fondamental, c'est une affaire de souveraineté. Et aujourd'hui, c'est le vrai débat qui se pose. Est-ce que les autres pays, est-ce que d'autres pays vont accepter que la CEDEAO, lorsqu'il y a, par exemple, un changement de régime qui proclame, n'est-ce pas, une certaine autonomie pour gérer des questions urgentes, pour sécuriser le pays, pour des raisons d'État, mais est-ce qu'il revient à la CEDEAO de venir faire prévaloir, la CEDEAO, elle se teste au lieu de tenir compte de la réalité sur le terrain. Et je pense que c'est là où la question fondamentale va se trouver, le point. Et je pense plutôt que ceux qui veulent rester au sein de la CEDEAO n'ont qu'à rester, et les autres qui sont partis, ces deux blocs-là, ces deux ensemble auront forcément à tisser des accords économiques, des accords commerciaux, et peut-être si le jour où ils décideront de quitter la zone UEMOA, des accords monétaires. Et du côté de l'AES également, il va falloir se montrer beaucoup plus ouvert. Oui, l'AES n'a pas le choix. De toute façon, ils ont besoin d'une façade côtière pour exporter leurs richesses, leur sous-sol. Ils ont besoin d'une façade côtière pour se ravitailler aussi. Donc, je pense que en voyant quand même la sortie d'Abdou Diouf, le ministre malien, quelques mois avant leur départ effectif, il a aussi dit que les ressources de la CEDEAO continueraient pas à circuler librement, pas s'établir librement dans les pays de l'AES. Même si paradoxalement, on a vu quelques semaines après une décision sortie par le Niger qui demandait maintenant à tous les étrangers d'avoir des permis de séjour, ce qui est assez drôle parce que dans l'UEMOA aussi, dont le Niger continue pas à être membre, la législation des biens des personnes est actée. Donc, un pays ne peut pas, de façon unilatérale, choisir d'imposer des permis de séjour alors qu'il a signé un traité qui autorise la libre circulation. Ça, c'est un autre débat, bien sûr. Mais, quoi qu'on dise, l'AES actuellement doit se montrer ouvert, doit se montrer surtout pragmatique et réaliste. Je pense que cette rupture-là va leur permettre de mieux sécuriser leurs frontières et ils pourront notamment choisir dans quelle mesure rouvrir certaines frontières qu'ils ont fermées depuis trop longtemps et permettre aux populations des deux côtés de circuler librement comme ils le souhaitent tant. Il y a quand même 6 mois qui sont laissés par la CEDEAO. Ces 6 mois, c'est plus pour les discussions ou bien la CEDEAO garde encore quelques espoirs, quelques maigres espoirs? Non, moi je pense que la CEDEAO essaie juste d'adopter une posture d'ouverture pour peut-être laver sa conscience, si on peut le dire ainsi. Parce que moi je pense qu'il faut laisser ces États de l'AES continuer leur cheminement. Et ils sont très occupés à régler leurs problèmes de souveraineté territoriale, de reconquête de leur territoire. Et je pense que à partir du moment où la guerre contre le terrorisme sera vaincue, ce sera gagné dans ces pays, et on pourra peut-être repenser à autre chose. Mais aujourd'hui, je pense que c'est leur priorité. Ils sont concentrés dessus. Et quand ils auront réglé ce problème-là, alors peut-être viendra le moment là d'envisager s'il faut revenir ou pas au sein de la CEDEAO. Deuxième sujet de l'émission Le Monde en 7, nous parlons de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a pris la parole pour la première fois depuis l'intensification du conflit dans l'est du pays et la chute de Goma. Il s'est adressé à la nation dans une allocution retransmise à la télévision nationale, reconnaissant une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'est. Il a dit vouloir rassurer les Congolais
Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours, c'est ce qu'a assuré le chef de l'État, louant les efforts des armées congolaises qui font face aux rebelles du M23, lesquels rebelles, il faut le signaler, en début de semaine, ont pris d'assaut Goma, cité principale de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs rapports, ces M23 seraient appuyés par le Rwanda. Le petit pousséen, justement, Samson Arivia, c'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre. Quand on voit la taille de la République démocratique du Congo, le Rwanda ne fait que 26 000 km². La moitié du l'aspect du Togo. Comment arrive-t-il à tenir tête à ce Goliath? C'est parce que l'organisation prime sur la taille. Vous voyez, l'armée congolaise, c'est la 8e armée d'Afrique. C'est quand même 100 000 hommes qui sont sur le drapeau congolais. On se demande comment se fait-il que ces 100 000 hommes, ça dépasse 100 000 hommes, justement. Merci pour la précision. On se demande comment se fait-il qu'un pays comme le Rwanda, qui n'a pas plus de 30 000 militaires, arrive à maltraiter depuis près de 30 ans. Parce que depuis la chute, il faut qu'on fasse un peu d'histoire. C'est le Rwanda qui a accéléré la chute de Mobutu. Et depuis cette période, depuis près de 30 ans, ce pays-là harcèle la République démocratique du Congo, pille ses ressources, les vend, et personne ne dit rien. Et le Congo même n'arrive pas à se défendre. C'est parce que l'organisation prime sur la taille. Vous voyez, le président Tshisekedi a fait un discours que je trouve assez creux. Il parle de riposte. Mais la riposte se fera comment? Lorsque dans votre pays, vous n'avez pas une route qui ça pour aller à Goma. Et vous devez passer par l'Ouganda. Alors que l'Ouganda même soutient des groupes rebelles qui vous attaquent. Comment vous allez faire? Il faut avoir on a des armes. Mais si les armes sont à Kinshasa et qu'il faut les convoyer vers Goma, comment les armes iront à Goma? Si les armes passent par l'Ouganda et qu'ils sont attaqués par les ADF en route et que les armes sont prises. Vous voyez? C'est-à-dire, actuellement, c'est un aveu d'impuissance. Ce géant d'Afrique, un pays richement béni, n'a pas été capable depuis plus de 30 ans, depuis la chute de l'armée zaïroise, depuis que l'armée zaïroise a été démantelée à la suite de la victoire de Kabila, cette armée n'a pas pu se reconstituer jusqu'aujourd'hui. Sur les 30 dernières années, l'armée congolaise est une armée moribonde. Vous voyez, en 2012 ou en 2011, James Kabarebe disait que l'armée congolaise n'est même pas capable de tuer des rats. Et aujourd'hui, on a l'impression que plus de 10 ans après, cette armée est toujours aussi impuissante. Et c'est ce qui est triste. Et le M23 ne va sûrement pas s'arrêter. De l'autre côté de la rive, là-bas, il y a Bukavu qu'ils vont prendre. C'est vrai, le gouverneur de la province a annoncé qu'aucun bateau n'était autorisé à circuler sur l'eau. Mais ils auront peut-être le moyen d'y arriver. Actuellement, à Goma, les gens n'ont ni eau, ni électricité, ni Internet. Et là, on parle de riposte militaire rigoureuse. Mais je pense que c'est un discours creux, c'est un aveu d'impuissance. Il est peut-être un homme politique, mais ce n'est pas un chef militaire. Qu'est-ce qui explique justement cette situation dans cette partie? Parce que beaucoup disent qu'il y a beaucoup de richesses, c'est ce qui intéresse le Rwanda, mais on ne peut pas juste résumer la situation au sous-sol. Non, en fait, les revendications même du groupe M23 sont quand même floues. Et la genèse de cette histoire a commencé par la chute de Mobutu, qui sont venus déchoir Mobutu, c'est l'armée rwandaise. Et l'armée rwandaise, dont le chef des opérations en ce moment, c'est James Kabarebe. Et à un moment donné, les services de renseignement congolais, sous Kabila père, c'était James Kabarebe qui les dirigeait. Et tout le monde savait que pendant longtemps, la sécurité intérieure du pays a été confiée aux Rwandais. Et donc, c'est dit que même sur le plan sécuritaire, on dirait que le Rwanda maîtrise mieux la RDC que les Congolais eux-mêmes. Et aujourd'hui, il se raconte que ce groupe M23-là est majoritairement constitué de Tutsis. Entre autres revendications, ils s'estiment lésés par rapport aux promesses que Kinshasa leur a faites quand ils ont été démobilisés. Parce qu'à un moment donné, au temps de Kabila, comment cette affaire a commencé, il y avait des révoltes en interne au sein du pays qui disaient que les Rwandais commencent par s'accaparer des biens du pays, les Rwandais commencent par prendre les femmes des Congolais, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que Kabila a commencé par mener la chasse aux Rwandais pour plaire à sa population. C'est comme ça, et c'est peut-être ça qui a précipité sa chute. Et c'est comme ça, c'est venu. Maintenant, aujourd'hui, comme on le connaît si bien, beaucoup de rapports d'experts de l'ONU l'établissent que le M23 est épaulé par le Rwanda.
et il pille comment on appelle les richesses du pays. Et c'est un secret de polichinelle. Pendant longtemps, on nous a fait croire que l'essor économique du Rwanda est dû à sa bonne gouvernance. C'est faux. C'est grâce au trafic des ressources minières de la RDC avec la complicité, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Parce que qu'est-ce que ces pays qui utilisent plus le coltan? Ce sont les multinationales. Ces multinationales sont basées dans quel pays? Ce n'est pas en tout cas l'Afrique. Ce n'est pas en Afrique où on produit des iPhones. Ce n'est pas en Afrique qu'on produit des téléphones portables que nous utilisons aujourd'hui. Donc, c'est ça en réalité. Je crois qu'aujourd'hui, le Rwanda se dit, il est tombé sur une mine d'or, il maîtrise le pays. D'ailleurs, la distance entre Kinshasa jusqu'à Goma, c'est 47 heures. Et c'est à supposer qu'on prenne la route si elle existe. Alors que Kigali et Goma, c'est 3 heures de temps. Et par route, il y a une route bien tracée qui va directement. Et donc, c'est ça qui a rendu facile la prise de, comment on l'appelle, de Goma. Et on dit que avec l'avancée, le rythme de l'avancée des M23 d'ici demain, je ne sais pas si c'est Bukavu qui va tomber dans les 24 heures qui suivent. Et ça, du côté de la République démocratique du Congo, c'est vrai, vous l'avez dit, le président a parlé de... Vous avez parlé d'un discours creux. En même temps, vous savez qu'il y a eu des discussions au niveau du Kenya. Et aujourd'hui, ces discussions, on exhorte la RDC à engager le dialogue avec le M23. Est-ce que, ou en tout cas, quand on écoute le président Tshisekedi, on a l'impression que pour lui, le M23 n'est qu'un pion et que le véritable, j'ai envie de dire, marionnettiste, c'est le Rwanda. Est-ce que ces deux pays devraient discuter de la situation? Oui, je pense que récemment, le président... Ces deux dirigeants, j'allais dire. Oui, justement. Récemment, le président de la RDC, Tshisekedi, a refusé de rencontrer Kagame, je pense. En décembre dernier. En décembre dernier, il a refusé de rencontrer Kagame. Ce qui est assez dommage lorsque lui-même, il parle du fait que la voie diplomatique est privilégiée. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre sa stratégie. Même lorsque vous estimez qu'en face de vous, vous avez des pions de notre pays ou de l'Occident ou des multinationales, ce sont quand même eux qui sont officiellement sur le terrain. C'est quand même eux qui disent qu'ils prennent le pouvoir ou bien qu'ils prennent les zones. Vous ne pouvez pas ne pas vouloir discuter avec eux. Est-ce qu'ils ont un visage? Ils ont un visage. Le M23 a un commandant militaire, ils ont un chef politique, ils ont des gens qui vivent, des gens qu'on connaît. Ils ont un visage. Quelle est la marge de manœuvre de ces personnes-là? Je ne saurais le dire, mais ils ont quand même des représentants officiels. Et je pense que ce qui est maintenant important, c'est qu'à défaut, parce que militairement parlant, l'architecture actuelle de la RDC ne lui permet pas de faire une riposte rapide actuellement. Et malheureusement, tous les généraux, tous les officiers qui avaient de par le passé mené des victoires ou obtenu des victoires contre le M23 ont été soit ramenés à Kinshasa et envoyés dans des pays étrangers ou ont été tués dans des circonstances obscures. Je parle là de Mamadou Ndala par exemple, qui avait en 2014 vaincu le M23 à plusieurs reprises, qui avait même obligé le groupe rebelle à quitter Goma et qui est mort à 35 ans, qu'on a retrouvé mort à 35 ans dans sa voiture carbonisée. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a tué ou comment il est mort. Donc, il faudrait qu'il soit plus enclin à adopter la voie diplomatique et à dialoguer avec le M23. Même si, personnellement, il ressent une certaine animosité ou une certaine appréhension envers ce groupe armé qu'il considère comme étant des pantins du Rwanda et tout ça, il n'a pas le choix. Parce que même le Rwanda le dit. S'il faut qu'il soit à la table des négociations, il faut que le M23 aussi soit là. Parce que le M23 pour le Rwanda est censé protéger les intérêts des Tutsis dans la région. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, même 30 ans après, on a des génocidaires Hutus qui sont toujours dans cette partie de la RDC et qui ont des enfants et qui continuent par attendre patiemment la fin du pouvoir de Kagame pour remarcher sur le Rwanda. Donc c'est un conflit assez complexe. Il y a la dimension sécuritaire, il y a la dimension économique, il y a la dimension géopolitique. Mais je pense que pour au moins soulager les peines des populations de Goma, Tshisekedi n'a pas d'autre choix actuellement que d'accepter de discuter avec le M23 et le Rwanda dans des discussions tripartites pour trouver des accords, au moins pour calmer la situation, en attendant peut-être
d'avoir des chemins de fer ou des routes qui vont de Kinshasa à Goma et de pouvoir renforcer l'armée là-bas et de faire la promotion des militaires efficaces et de pouvoir maintenant être prêt aux prochaines confrontations militaires. Est-ce que le M23, c'est vrai que le mouvement engrange des victoires militaires sur le terrain? Goma, vous parlez de Bukavu qui pourrait tomber. Finalement, est-ce que derrière, il y a une stratégie? Est-ce qu'ils veulent conquérir un territoire pour le conquérir? Non, moi je pense aujourd'hui, à mon humble avis, le M23 cherche à s'assurer la même mise sur un certain nombre de ressources financières pour pouvoir se financer. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que l'élément le plus important peut-être à tenir en compte, c'est le développement social dans cette zone. Parce que c'est vraiment la situation qui est tout de même déplorable dans un certain nombre de pays. Et c'est là où les richesses se trouvent, c'est là où les populations sont les plus démunies. Donc, à partir de ce moment-là, il y a ces populations qui se révoltent, n'est-ce pas, contre l'autorité, qui se disent qu'on les délaisse. Mais à partir de ce moment-là, lorsqu'un État, comme le Rwanda, vient se présenter comme le Messie, finance, soutient le M23 pour prendre possession de ces mines-là, mais peut-être qu'il y a aussi au sein de ces populations, peut-être ils accueillent à bras ouverts le M23, parce que je pense que s'ils avaient une position hostile vis-à-vis du M23, les choses seront plus compliquées. Vous avez vu, il y a beaucoup de déplacés. Il y a beaucoup de déplacés, mais aussi il faut reconnaître que, et c'est là où je trouve quand même amusant les propos, bien le discours de monsieur du président Tshisekedi qui annonce une riposte, alors qu'au même moment, les forces armées congolaises, ils fuient les combats, ils se rendent. Et aujourd'hui, on a appris qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont traversé, comment on appelle, le fleuve pour de l'autre côté. Donc, ils fuient. Actuellement, il paraît qu'ils sont en train de fuir Bukavu. Avec quoi, monsieur le président Tshisekedi compte organiser ces ripostes-là quand on apprend que l'armée congolaise, elle est en train de déserter. Et les 300 combattants de Goma roumains, ils sont partis au Rwanda. Ils sont repartis dans leur pays. Tranquillement. Donc, comment cette riposte-là pourrait être organisée? Je pense l'invite de prendre part au pourparler, c'est de dire, c'est une manière indirecte de lui dire, je sais qu'il est en position de faiblesse. Et la meilleure chose pour lui, c'est éviter le bain de sang, c'est d'éviter de sacrifier ces quelques armées qu'il a peut-être mal formées, peut-être indisciplinées, peut-être de leur préserver leur vie, le temps qu'il organise, restructure et puis développe des infrastructures dans son pays. La stratégie du M23, c'est quoi? Prendre oui, Goma, clairement le Rwanda a des visées expansionnistes. Ça peut marcher en ce siècle-ci. On sait ce qui se passe, comment la Russie est condamnée. Vous savez, Donald Trump est venu, oui, même, il manifestait des visées expansionnistes. Vous avez vu le tollé que ça provoque. Oui, mais sauf que le cas du Rwanda, c'est différent. Si le Rwanda peut contrôler cette partie et exporter du coltan, exporter des matières premières, elle est vendue à l'Occident, créer une république fantoche là-bas, une république non reconnue par la communauté internationale, je pense que beaucoup de gens fermeront les yeux. Tu sais, malheureusement, la vie d'un noir vaut beaucoup moins que la vie d'un blanc à l'échelle mondiale. Les gens s'activent beaucoup moins lorsque c'est des noirs qui sont morts que c'est des blancs. Plus directement, la vie d'un Congolais ne vaut pas celle d'un Ukrainien. Voilà, il faut dire ça, c'est très clair. C'est exactement ce que vient de dire Zana, c'est malheureusement le cas. Donc le Rwanda, je pense que le Rwanda veut pas annexer, pas ajouter forcément la province du Sud Kivu à son territoire, mais peut-être créer un État autoproclamé fantoche là-bas, qui est contrôlé par un Rwandais et pouvoir exploiter tranquillement la zone et le vendre. Et actuellement, malheureusement, ils en sont capables. Parce que un pays comme la RDC, en choisissant d'être une république unitaire, a fait une grave erreur. Ce n'est qu'un modèle fédéral qui peut marcher sur un territoire si grand. Très vaste. Sur un pays 10 fois la France. Vous savez, c'est à Goma et à Kinshasa, ils n'ont même pas le même fuseau horaire. C'est pour vous donner une idée de l'ampleur du pays. Et lorsque ce n'est pas un gouvernement, même la Russie est un État fédéral.
on aura beau dire la Russie est un État fédéral. Chaque république a son président. Poutine n'est que le Idem président de pour la l'Inde, Confédération idem de la pour l'Inde, Fédération de idem Russie. pour la Chine. Et même Tout pour un le grand Nigeria à pays. côté. Oui. Et le Nigeria a pu résoudre une grande partie de ces problèmes ethniques et tribaux parce qu'on a créé des États pour chaque groupe ethnique dans le pays. Et ça a permis au pays d'avoir une stabilité relative jusque-là. C'est ce qui fait que le pays n'a plus tombé dans la guerre civile, appelle le Biafra. Donc, Tshisekedi parlait récemment de changer la constitution. Je pense qu'il doit le faire Tout à fait. pour créer un État fédéral. Si Goma était, sous le site Kivu était une république fédérale, je pense qu'ils auraient plus de moyens pour se défendre. Et non, attendre que tous les autres viennent de Kinshasa, que tous viennent de Kinshasa, et Kinshasa qui a peur que des héros de guerre ne naissent à Goma et viennent après prendre le pouvoir à Kinshasa. Je pense que ça ne marchera pas comme ça. Pour l'instant, Tshisekedi n'a qu'à aller négocier avec le M23, obtenir au moins cesser le feu, obtenir que le M23 quitte les zones occupées, que la population puisse retrouver un semblant de tranquillité, de paix quotidienne, et maintenant repenser la structure du pays pour peut-être être prêt à riposter militairement dans les 5 à 10 ans à venir. C'est lui qui est en position de faiblesse. Oui, clairement. Lorsque vous avez une armée qui n'est même pas capable de combattre, et que vous parlez de riposte rigoureuse, vous voyez que vous êtes dans le déni, ou soit vous êtes déconnecté de ce qui se passe, ou vous tenez un discours de démagogue. Actuellement, il est clairement en position de faiblesse. Jusqu'à ce que Kagame n'aille le narguer en lui disant qu'il est prêt à riposter lorsqu'il vient attaquer. Kagame sait qu'il ne sera même pas attaqué. C'est ce qui est triste. Et on a la 8e armée d'Afrique, c'est-à-dire, même en termes d'effectifs. En termes d'effectifs, ils sont soit 7e, soit 8e. Et le Rwanda, 17e. Et ils ont même plus d'armement que le Rwanda. Mais parce que c'est un pays déstructuré, il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens de communication, il n'y a rien. Ouais, le Rwanda se fout dedans. Il est clairement en position de faiblesse. Et lorsqu'on est en position de faiblesse, et la rumba c'est une belle musique. Et on apprécie beaucoup la rumba. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va chasser le M23, malheureusement. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est de négocier. Négocier pour obtenir au moins une paix temporaire et maintenant penser à faire des réformes sérieuses. Alors, qui peut amener ces pays à s'asseoir à la table des discussions? Est-ce que ce sera le Kenya ou bien de l'autre côté, le président João Lourenço également est très impliqué dans la situation angolaise? Non, moi je pense que aujourd'hui c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui doit s'impliquer dans ce conflit. Et malheureusement, bien heureusement, ils ont invité comment on appelle Tshisekedi aujourd'hui à négocier. Et même la France qui a soutenu la convocation d'urgence du Conseil de sécurité, elle est incapable aujourd'hui d'apporter du soutien au RDC, contrairement à ce qu'ils ont pu faire comme soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, on ne se contente que de condamnation, alors que lorsqu'il a été question de l'Ukraine, on a vu comment ils se sont mobilisés de part et d'autre. Donc aujourd'hui, c'est juste condamner, dénoncer, mais où se situe, à quel moment intervient l'action alors? Je ne pense pas que c'est à coup de guerre qu'on mène qu'on met fin à coup de condamnation épistolaire, qu'on met fin à une guerre. Aujourd'hui, il s'agit d'un État qui est occupé indirectement par un autre État. Et aujourd'hui, clairement, c'est le territoire congolais qui est... Il y a une violation. Voilà, il y a une violation. Donc, on n'a pas besoin de condamnation, on a besoin d'action. Donc, si on se contente de condamnation et on invite à la négociation, on comprend que les enjeux sont au-delà de ce qui est apparent. On comprend que beaucoup de multinationales ont intérêt à ce que la situation dans l'est de la RDC soit celle que l'on débat ici, et donc tout le monde profite. C'est la foire aux avoirs, il y a à manger et à boire aujourd'hui à Goma et bientôt à Bukavu, et ça profite, tout le monde est à l'aise dans ça. Et Kagame le sait aussi. Très bien. Tout à fait. C'est le maître d'orchestre. C'est le maître d'orchestre. Il le sait, et tranquille, il se la coule douce. C'est un modèle de développement. C'est un modèle de démocratie, nous a-t-on vendu, mais on applaudit toujours. Finalement, sur qui Tshisekedi peut-il compter? Sur personne. Sur la SADC, lui a dit qu'il faut négocier. Parce que la SADC ne veut plus engager ses troupes militaires. Par 2 fois, ils l'ont fait. Par 2 fois, ils ont pu faire repousser un peu les assauts du Rwanda, mais ils ne vont pas le faire éternellement non plus. Avec la dizaine de soldats sud-africains qui sont morts récemment, en Afrique du Sud, les gens commencent à se demander finalement pourquoi les soldats sud-africains iraient mourir à Goma pour un État qui n'est même pas capable de se défendre. Donc, actuellement, il ne peut compter sur les autres que pour négocier.
Malheureusement. L'Occident ne lui vendra jamais les armes qu'il faut, ne lui vendra jamais les systèmes qu'il faut. Vous savez, les États-Unis ont des ponts mobiles. Ce n'est pas tracer une route dans la forêt congolaise en 48 heures pour aller attaquer le M23 qui est le problème. Si les États-Unis voudraient le faire, ils l'auraient fait. Mais la question, c'est est-ce que ça va dans l'intérêt des États-Unis au Niger, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, les Occidentaux ne vont jamais armer un pays en Afrique pour que le pays soit assez puissant pour être demain un pays qui les empêche d'exploiter les autres pays africains. Donc, ils ne le feront jamais. Donc, pour le moment, il faut négocier, faire une paix des braves, malheureusement, et attendre maintenant le moment opportun pour riposter s'il le faut. Messieurs, je vous propose de marquer la pause, le temps de suivre le journal pour 10 minutes et on revient derrière pour la deuxième partie.